Bienvenue sur la chaîne Direction Générale des Échos Business. Nous allons parler d'un continent et d'un sujet majeur. Le continent, c'est l'Afrique. Le sujet, c'est la stratégie d'investissement des entreprises et le développement économique en Afrique. Afrique dont on parle beaucoup sur un plan politique et géopolitique, mais qui au fil des années est devenu un continent incontournable en termes de développement économique et de business. Avec nous, Pierre-Antoine Ballu. Pierre-Antoine Ballu, bonjour. Vous êtes associé chez PwC Advisory. Chez PwC, vous conseillez de grands groupes, quelle que soit leur nationalité, dans leur stratégie d'investissement en Afrique. Vous conseillez aussi des gouvernements dans leur politique d'investissement. Quelle est votre analyse sur la situation et sur cette fameuse croissance du développement du business en Afrique depuis une dizaine d'années? Alors, la croissance dont vous parlez, elle est là. Elle est phénoménale, puisqu'on a 5 à 6% de croissance en moyenne sur le continent depuis 6-7 ans. Même la crise n'a pas réussi à ralentir finalement cette dynamique. Et dans certains pays, on constate même donc une croissance à 8-9%. Je pense à l'Angola, à la République démocratique du Congo. Donc on a un véritable élan. Cet élan-là, et en plus, il est soutenu en termes de perspective par une dimension qui est la dimension démographique. L'Afrique va doubler en termes de taille et de population donc, sur les 40 prochaines années. Et en même temps, c'est une population jeune, qu'on peut employer avec une employabilité forte, qui a un besoin de formation et qui va consommer. Donc ce sont un gisement potentiel de consommateurs extraordinaire et les investisseurs ne s'y trompent pas. Puisque ce qu'on constate, c'est que finalement, sur les 10 dernières années, les investissements ont été multipliés par 5 pour atteindre 55 milliards de dollars. Donc ça commence à devenir relativement conséquent. Donc c'est sur le radar des dirigeants. La meilleure illustration, je pense, c'est peut-être The Economist qui l'a donné récemment, puisqu'il y a 10 ans, il titrait The Hopeless Continent, donc le continent sans espoir. Et il y a quelques mois, ils ont refait une qui mentionnait Rising Africa, donc l'Afrique en pleine croissance. Donc c'est une bonne image, en tout cas, pour montrer finalement la transformation en termes de perception qui a eu lieu donc, sur le continent. Là, vous dressez un tableau assez positif sur une croissance soutenue en disant, au-delà de cette croissance, en creusant, il y a forcément des freins ou des facteurs de complexité. Quels sont-ils? Vous connaissez bien le sujet, puisque sachant que PwC, vous conseillez des entreprises, des gouvernements. Il y a 8000 collaborateurs de PwC sur le terrain qui travaillent sur l'Afrique. Quels sont ces freins et comment les lever, sachant qu'il n'y a pas une Afrique, on parle de l'Afrique, mais il y a plusieurs Afriques aussi. Donc c'est un facteur de complexité peut-être supplémentaire. Alors, vous avez raison, plusieurs Afriques, puisque finalement, ce sont des économies qui sont relativement morcelées. Donc, un des facteurs de complexité, peut-être pour tout investisseur et pour toute entreprise ou tout grand groupe international qui souhaite se développer sur le continent, c'est cette fragmentation, finalement, avec des réglementations juridiques qui sont différentes, avec des cadres juridiques et fiscaux, légaux, qui sont autant de facteurs de complexité dans une logique de développement continental. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième obstacle, peut-être, les infrastructures, bien sûr, les ports, les aéroports, les routes, mais qui sont aussi des opportunités d'investissement pour d'autres entreprises. Troisième obstacle, peut-être, c'est tout ce qui est talent management ou gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, vous avez finalement un problème de formation. Non pas au niveau des élites, vous avez en général un top management qui a été formé dans les meilleures universités mondiales en Afrique, et donc vous avez beaucoup de gens très brillants. Par contre, en termes de middle management, il y a un effort de montant en compétences qui est important, qui peut être un obstacle pour tout investisseur. D'accord. Et puis peut-être le dernier point, sont les difficultés à obtenir du financement. Et là, ce sont plutôt les entreprises africaines qui, aujourd'hui, sont pénalisées puisque les bourses ne sont pas très liquides, les banques sont un peu pusillanimes, en tout cas en termes d'investissement, et les fonds de private equity, n'ayant pas une stratégie de sortie évidente, puisque les bourses ne sont pas très liquides, sont un peu en attente. Donc, du coup, c'est parfois difficile d'obtenir des financements, en tout cas compétitifs. D'accord. Donc il y a une croissance qui est soutenue, mais il y a des freins qui sont loin d'être neutres. L'accès au financement, les infrastructures, l'aspect RH aussi. Quels conseils, parce que vous donnez des conseils auprès de groupes ou de gouvernements, quels conseils vous donneriez aux grands groupes qui veulent investir le territoire, le continent africain, ou se renforcer en Afrique, qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité, du reste, puisque PwC, vous travaillez pour... vous travaillez pour les entreprises dans le monde entier. Donc, quels conseils donneriez-vous pour réussir sa stratégie d'investissement ou de renforcement d'investissement? Alors,
pour l'investisseur qui se pose la question de comment aller en Afrique, je pense que le premier levier, c'est finalement d'être dans une logique un peu inclusive, donc de partenariat finalement avec des Africains, avec des gens qui connaissent bien les réseaux locaux, les gouvernements, qui ont les bonnes connexions. Sans connaître, sans s'appuyer finalement donc, sur des gens fiables au niveau local, il est difficile de faire du business. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, c'est miser sur la formation, miser sur l'éducation, et puis surtout, adapter les offres. Je pense qu'une erreur classique, c'est de faire du cut and paste, donc du copier-coller, et d'arriver finalement avec des offres packagées qui correspondent à nos attentes, à nos standards donc, internationaux ou en tout cas donc, occidentaux. Et l'Afrique a des modes de consommation qui sont très différents. Plus proches des autres pays émergents. C'est pourquoi d'ailleurs notamment la Chine et l'Inde percent considérablement, et parce qu'ils comprennent mieux, plus finement, les attentes et les spécificités finalement du consommateur africain. C'est-à-dire que vous constatez au quotidien qu'il y a des investisseurs peut-être issus des BRIC qui sont dans une logique peut-être plus optimale pour réussir leur investissement aujourd'hui, par rapport à des oui. investisseurs plus classiques occidentaux? Aujourd'hui, oui. Et ils ont une compréhension plus fine parce que finalement, ça rappelle un peu ce qu'ils connaissent sur leur marché. Et les Chinois sont plus en capacité finalement d'exporter leurs produits qui correspondent aussi finalement donc, à des modes de consommation chinois. De même pour les Indiens au niveau télécom qui font des avancées phénoménales car ils connaissent très bien justement les typologies donc, et les attentes du consommateur avec notamment des accès en mobile banking, avec donc une téléphonie un peu différente que celle que nous connaissons donc, en Europe ou aux États-Unis. D'accord. Et à ce titre, vous avez publié 2 études. Tout à fait. Le CEO Survey, auprès de CEO de dirigeants d'entreprises mondiales, et auprès aussi une autre étude, le CEO Afrique, auprès de dirigeants de groupes africains. Alors, les points clés qui ressortent de ces études Alors, les points clés, en tout cas sur les priorités finalement donc, des dirigeants, c'est gagner en crédibilité vis-à-vis des investisseurs internationaux. Donc, montrer qu'on est sérieux, qu'on est crédible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se mettre au diapason en termes de gouvernance, en termes d'efficacité opérationnelle aussi, et donc du coup investir sur des programmes d'optimisation des coûts, de productivité, d'efficacité. Ça va être finalement travailler sur la mise en place de standards internationaux. Si je prends l'environnement bancaire ou l'environnement télécom, ça va être donc adopter BAL 2, adopter les meilleurs référentiels donc, et les meilleurs standards au niveau télécom pour pouvoir être crédible vis-à-vis des investisseurs. Et enfin, on revient encore une fois sur l'aspect capital humain. Quand on regarde les résultats de notre étude, 88% des dirigeants africains considèrent que la priorité pour eux, c'est d'investir justement sur le développement des compétences et d'attirer et de fidéliser les meilleurs talents. Alors que c'est un sujet, bien sûr, de premier ordre pour beaucoup de dirigeants occidentaux, mais de façon beaucoup moins marquée. D'accord. Et les dirigeants de groupes africains sont, eux, optimistes sur l'avenir du continent africain en termes de business et développement économique? C'est ça qui est très intéressant. En fait, donc, sur un dernier résultat de notre étude, donc, le CEO Survey de 2013, quand on pose la question, êtes-vous optimiste sur donc, les perspectives pour l'année à venir, 44% les dirigeants africains se disent extrêmement optimistes, très optimistes, alors qu'il n'y en a que 22% en Europe. D'accord, donc c'est un sacré contraste avec une économie, un climat ambiant un peu morose en Occident. Tout à fait. Pierre-Antoine Balue, merci de votre venue sur la chaîne DG des Échos Business. Chers internautes, merci d'avoir consulté cette vidéo. N'hésitez pas à retrouver sur la chaîne DG des Échos Business des articles, vidéos et dossiers sur ce sujet passionnant, l'Afrique et le développement économique des entreprises. Merci.